Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la lutte biologique et nous allons essayer d'avoir des regards transatlantiques. Ah oui, micro, pardon. Allô? Non? Oui, c'est bon, c'est bon? Bon, mais vous me voyez encore? Oui, bon. Très bien. Bien. Alors, bienvenue, comme on dit au Québec. Aujourd'hui, ce sont donc 3 chercheurs de laboratoire d'outre-Atlantique qui vont intervenir, d'Agroalimentaire et Agriculture Canada d'une part, et de laboratoire de l'USDA, United States Department of Agriculture. Mais je vais vous les présenter un peu plus. Donc, Charles Vincent, qui est chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada, entomologiste, lauréat de la médaille d'or de la Société d'entomologie de cette société donc, du Canada en 2010, Fellow of Entomological Society of America et Fellow of Royal Entomological Society du Royaume-Uni, et membre associé de l'Académie d'agriculture de France. Donc Charles est recevant une des nombreuses distinctions qui ont couronné sa carrière. Et puis Odile Cariste, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui est phytopathologiste, présidente de la Société canadienne de phytopathologie, correspondante associée de l'Académie d'agriculture de France, et qui est également agricultrice, viticultrice au Québec. La voilà dans ses œuvres. Et puis le troisième, eh bien, c'est Dominique Coutinot, qui a été chercheur pendant 39 ans à l'USDA EBCL, European Biological Control Laboratory, basé à Montpellier, entomologiste, et dont le travail original consistait à trouver en Europe et en Asie des moyens de lutte biologique pour lutter contre les nuisibles, insectes ou adventices envahissantes aux États-Unis, ce qui suppose bien sûr d'avoir une vision globale des relations interspécifiques entre espèces. Donc. Et qui consistait aussi dans le travail, consistait à gérer la quarantaine et la sécurité alimentaire en matière d'import-export de matériel biologique, c'est-à-dire d'avoir une grande maîtrise des données réglementaires des deux côtés de l'Atlantique. Dominique, dans sa structure. Et puis bienvenue aussi, bienvenue à Jean-Louis Bernard, que vous connaissez, membre de l'Académie d'agriculture, qui apportera les conclusions de cette séance et qui vient de coordonner, d'animer le groupe Biocontrôle en protection des cultures pendant plusieurs mois, même un peu plus que 2 ans, et dont le rapport fait un gros document qui est en instance de publication. Il pourra peut-être nous en dire un petit peu plus. Voilà donc qui a animé donc ce groupe collectif et nous le remercions d'apporter les conclusions à cette séance. Alors justement, dans ce rapport biocontrôle en protection des cultures, il a été défini de façon collective 3 domaines d'action indissociables pour la mise en œuvre du biocontrôle. Et le 3e domaine, qui est les agents vivants et ou issus du vivant mis en œuvre de façon volontaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moyens de biocontrôle, eh bien, font directement l'objet de cette séance, en particulier donc les macro-organismes. En effet, la lutte biologique classique et que l'on définit aujourd'hui, eh bien, existait déjà dans la Haute Antiquité, puisqu'il s'agit du contrôle d'un ravageur par ses prédateurs ou ses parasites. Par exemple, dans la Chine antique, on mentionne le cheminement de fourmis entre les arbres qui est favorisé à l'aide de passerelles construites par les hommes pour lutter contre les ravageurs sur certains arbres donc infestés. De la même façon, la domestication du chat dans l'Égypte antique eh bien, a été conçue et mise en œuvre pour chasser les rongeurs et les serpents. Et vous voyez ici que cela donnait lieu à des bronzes ou bien même des chats qui ont été embaumés et qui ont été enterrés dans les tombeaux donc, que l'on a retrouvés. Et puis même ici, une petite fresque qui a été jugée comme étant une fresque contestataire, puisque
Il s'agit d'une souris qui est servie par un chat. Alors vous remarquez que ici, donc, il y a tous les attributs des vêtements égyptiens, et donc c'était un peu le monde à l'envers. Mais bien sûr, cette lutte biologique classique, eh bien, on la retrouve dans l'époque moderne, dès 1873, puisque Jules Planchon a introduit en France un acarien prédateur, Thyroglyphus phylloxera, pour lutter contre justement ce ravageur, ce phylloxéra qui a infesté la vigne. Et là, ce fut un échec. Mais une quinzaine d'années après, Charles Riley, aux États-Unis, en Californie, lutta contre la cochenille des agrumes qui avait envahi ce territoire en important deux insectes australiens, un parasite, Cryptochecum iceriea, et le prédateur, une coccinelle, donc comme prédateur Rhodolia cardinalis, qui, là, cette lutte biologique se traduit par un succès. Et d'ailleurs, succès qui fut confirmé quand on réintroduisit la même coccinelle Rhodolia cardinalis en 1912 en France, à Menton, pour lutter contre le même ravageur. Alors, cette lutte biologique, on peut parler d'exemples plus récents. Par exemple, en France, on connaît bien le biocontrôle de la pyrale par les trichogrammes, qui est spécifique de la lutte contre la pyrale du maïs, qui n'a pas d'activité sur la sésamie et qui actuellement s'étend bon an mal an sur 100 000 hectares année et qui donc se révèle très efficace, surtout en particulier dans les régions où il y a une pyrale univoltine, comme le nord-est de la France. À côté de tels succès, on peut avoir aussi des échecs, et on parlera par exemple de cette coccinelle asiatique, Harmonia xyridis, qui a été introduite, et vous le voyez ici, aux Pays-Bas, qui s'est étendue un peu partout en France. Et l'idée, c'était qu'elle était très vorace, donc elle pouvait manger plus de pucerons. Mais elle ne mangea pas que des pucerons, puisque on la retrouve maintenant, et on l'a retrouvée donc dès 2004-2006 en Grande-Bretagne, où elle a franchi le Channel, et elle est devenue maintenant une espèce classée nuisible. Et puis aussi le nord de la France, là vous voyez en haut, l'année 2006, 2007, 2008, 2009, jusqu'à 2011, où elle est répandue maintenant sur l'ensemble du territoire. Alors cette coccinelle, eh bien, cette coccinelle asiatique, eh bien, pose un problème parce que ici vous voyez un camembert représentant la variété des coccinelles qui existaient dans un verger de Poirier en 1985 aux Pays-Bas, et 20 ans plus tard, on voit que cette coccinelle asiatique eh bien, est devenue une espèce dominante. En effet, quand on voit cette photo, eh bien, on s'aperçoit que les coccinelles indigènes, qui ont des larves qui sont plus petites que la coccinelle asiatique, eh bien, sont mangées, et ce qui porte atteinte à la biodiversité, au moins des coccinelles en Europe. Donc, des échecs, des succès. Et je vous propose tout de suite d'écouter donc Charles Vincent, qui, avec l'aide de ses collègues d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, va nous parler de la lutte biologique, des modes d'emploi, des verrous et des non-dits en Amérique du Nord. Dominique Coutinho, qui nous parlera des dispositions internationales, communautaires françaises et nord-américaines dans le cadre de la lutte biologique. Et puis Odile Caris, qui va parler de l'applicabilité de la lutte biologique dans un contexte d'agriculture intensive en Amérique du Nord. Et puis, bien sûr, donc, notre ami Jean-Louis Bernard qui apportera ses conclusions. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, on va parler des principes, du mode d'emploi, des non-dits et des verrous de notre point de vue, mais vous allez voir qu'on a quand même des points de vue communs. Un petit rappel, c'est-à-dire que les approches en phytoprotection, essentiellement, il y a 5 approches: lutte physique, lutte chimique, biopesticides, lutte biologique et les facteurs humains comme la quarantaine. On va se concentrer sur ce qui est vert, c'est-à-dire la lutte biologique aujourd'hui.
Au cours de ma carrière, j'ai fait moult réflexions. Voici les scans de quelques-unes de mes publications que j'ai faites en protection des plantes. Et je pourrais dire que je travaille sur les alternatives aux pesticides, en fait. Et la lutte biologique, c'est simplement une partie de ce que je fais. Alors, quand on parle de regard croisé sur la lutte biologique, bien, il y a des éléments qui sont semblables et il y a des éléments qui sont dissemblables entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Voici un exemple de lutte biologique. Alors, c'est un petit film. Une larve de Pieris râpée. Et voici des parasites de Cotesia glomerata, des larves qui émergent de la larve parasitée. Et ils ont mangé à peu près 50% de la chair de la larve de l'épidoptère. Et là, on voit que la larve de l'épidoptère prend soin du paquet et elle fait comme elle sécrète donc un genre de toile pour les protéger. Et vous voyez, et là, elle se met à côté pour les garder, pour pas que les prédateurs viennent les manger. Elle meurt. Et ensuite, ben, il y a émergence des adultes de parasites. Et on va les voir émerger. La durée réelle de cette séquence-là, c'est 7 jours. Donc, c'est des centaines de parasites qui émergent de une larve d'insecte ravageur. Et quand les gens voient ça, ils sont vraiment estomaqués, ils disent, il y a des attentes très élevées. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que les attentes sont très élevées. J'en veux pour preuve le Molière, le malade imaginaire, dans lequel on disait, ben, un petit clistère pour ceci, un petit clistère pour cela, et un petit clistère carminatif. Autrement dit, le clistère pouvait tout arranger. Et Molière oui, c'est ça, vous voyez. Et c'est ça, c'est que les gens ont des attentes extrêmement élevées envers certaines technologies. C'était vrai sous le temps de Molière, c'est vrai pour la lutte biologique. Et moi, je suis convaincu que toute technologie, que ce soit lutte biologique ou autre, a ses avantages, c'est-à-dire ses points positifs, et ses désavantages, ses points négatifs. Toute technologie. C'est un axiome qu'on ne peut pas me... Mais quand on regarde le succès en phytoprotection, parce que moi, je vise rien de moins que de succès. Bien, comment on mesure le succès? Mes collègues Gerlentner et Lohmer ont énoncé 5 critères. Il faut que la méthode ait une efficacité technique. Il faut que la mise en œuvre soit simple, qu'il y ait une viabilité commerciale quand il y a lieu, que ce soit une technique durable et qu'il y ait un bénéfice public. Donc, il faut qu'on rencontre au moins 3 ou 4 de ces critères-là. Et moi, j'en ajoute un autre qui est venu s'ajouter récemment, dans le temps, et mon collègue Dominique Coutinho va vous en parler. Il faut que la technique soit conforme à la réglementation. Et si on ne rencontre pas ces critères-là, on n'a pas de succès. Et quand je dis mise en œuvre simple, la compagnie qui a compris le plus possible le concept de simplicité, bien, est devant vous. Il n'y a personne ici qui a jamais fait de Google. Pourquoi? Parce que c'est très simple, du moins sur le premier écran, l'écran de départ. Après, ça se complique. Mais ça, c'est le concept même de Google. Et dans le temps, ils n'ont jamais changé ça. La simplicité même, on voit juste ça, puis on sait exactement quoi faire. La simplicité. Et bien sûr, en protection des plantes, le point de référence, qu'on le veuille ou non, ben, c'est les pesticides. On vise à remplacer une technologie par une autre, mais c'est humain de comparer. Dans son principe, maintenant, pris dans son sens large, la lutte biologique, c'est très simple. Quand on considère simplement l'énoncé, c'est très simple. Il s'agit de gérer un organisme indésirable, ou un ravageur, avec un autre organisme, c'est-à-dire un exemple, un parasite, ou un principe extrait d'un autre organisme. C'est aussi simple que ça. C'est pas difficile à énoncer. Mais lorsqu'on arrive au mode d'emploi, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'on travaille avec du vivant. Donc,
C'est un peu comme un hôpital. Il faut s'en occuper 7 jours par semaine, 24 heures par jour, dans le cas des parasites. Ce n'est pas la même chose, par exemple, qu'une boîte de pesticides ou un flacon de pesticides qu'on peut laisser sur une tablette pendant un an. Chaque système a un cahier de charges relativement détaillé et unique. Et ça prend ça, parce que c'est complexe, puis qu'il y a un cahier de charges, ça prend une grande expertise et de la rigueur de la part du praticien. Mais il arrive de nos jours maintenant, depuis quelques années, la notion d'urgence, pour ne pas dire de panique, lors d'introduction de nouveaux insectes ravageurs. Par exemple, du point de vue nord-américain, l'Hoplocampe, c'est un insecte que vous avez en France. Nous, en 1939, donc pendant la guerre, est arrivé à Long Island, dans l'État de New York. En 1980, on l'avait au Québec, et là, ça a été la panique. Les pomiculteurs nous téléphonaient, ils voulaient une solution immédiate, il n'y en avait pas. Vous verrez plus tard, j'ai réagi. Quand j'ai pu convaincre mes patrons qu'il fallait mettre de l'argent là-dedans, en lutte biologique, très récemment, la drosophile à L tachetée, Drosophila suzuki, que vous avez ici aussi, a créé une panique énorme. Et le problème avec la Suzuki, c'est que, parce que l'Hoplocampe, c'est un système extrêmement simple. Un autre, le pommier, puis l'Hoplocampe. Bon, c'est simple. Mais la Suzuki a 200 espèces environ de plantes hôtes. Je vous donne un exemple. Au New Jersey, au Michigan, on fait maintenant 6 traitements par saison d'insecticides en adulticide contre les adultes de la Suzuki. Alors, tous les programmes de lutte biologique qu'on avait mis en place, ben, sont remis en cause par la venue de la Suzuki. Punaise masquée, vous ne l'avez pas ici, c'est la même chose. La punaise masquée est apparue en Pennsylvanie en 1996, est en Oregon en 2004, est en Ontario. On l'aura au Québec peut-être dans l'année qui vient. Ça va chambarder, bousculer tous les programmes qu'on a. Et les gens pensent en termes de punaise ou en termes de drosophile quand ça survient. Dans le fond, quand on a une urgence, ben, il faut résoudre un problème de ravageur maintenant, en toute légalité, ou il faut attendre que la solution biologique soit au point. Et moi, je ne peux pas mettre une solution biologique en 1 an. Même 3 ans, je ne peux pas. Ça prend du temps. Quelques opportunités. Au Québec, le Québec a interdit dans les municipalités l'utilisation d'insecticides ou de pesticides dans les municipalités. Et vous l'avez fait récemment dans ce que vous appelez les jardins. Il y a quelques années, en fait, c'est un article du Monde de 2014. Ça crée une opportunité pour des solutions soft. Donc, la lutte biologique pourrait être utilisée puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des pesticides. La même chose s'est produite au Québec. Quels sont les verrous maintenant? Si on les met à côté, ben, et on prend des critères, parce que c'est ça, on marche en fonction de critères. La lutte biologique a une efficacité technique qui est variable d'une méthode à l'autre. Et même à l'intérieur d'une même méthode, dépendant des conditions, l'efficacité technique est variable comparée aux pesticides qui, elle, est élevée et fiable, mais même on peut prévoir. Je fais une comparaison, mais donc le verrou ici, c'est en rouge. La mise en œuvre, c'est également variable. Ça peut être de simple à très complexe. Quand ça devient trop complexe, ça devient un verrou. C'est trop compliqué. Ce sont des marchés de niche. Oui, c'est durable. Et si on contraste ça, les pesticides, c'est absolument pas durable sur les années qui viennent. C'est sûr. La question de la santé humaine, la question de la pollution, la question de la résistance, tout ça, c'est bien. Donc, il y a un verrou là pour. Bénéfice public extrêmement élevé pour la lutte biologique. Très faible, il y a ce qu'on appelle en anglais des externalities, c'est-à-dire qu'il y a, on ne prend pas en charge, on ne considère pas toutes les répercussions négatives. Il y a des répercussions négatives externes qui ne sont pas considérées, par exemple, dans le prix des pesticides. Et la conformité aux lois, ben, les pesticides, c'est extrêmement réglementé. Et la lutte biologique est peu réglementée jusqu'à récemment, mais vous allez voir dans la présentation de Dominique, ça s'en vient de plus en plus réglementé. Le non-dit, ben écoutez, c'est très simple.
Je le dis dans une ville comme Paris, la lutte biologique, c'est comme de la haute couture. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque système plante-insecte est unique et que ça fait appel à des combinaisons spécifiques de connaissances, d'expertise, de procédures et de mise en œuvre. C'est de la haute couture. Pour chaque système, il faut refaire le travail de recherche et de mise en œuvre. Maintenant, quand on me demande de dire quelle est la différence entre le Canada et la France, il y a beaucoup de ces différences-là qui découlent de ce que vous voyez ici. Il y a plus de surface d'eau potable au Canada que la surface de la France métropolitaine. On a, en fait, pas loin de 20% des réserves mondiales. C'est beaucoup d'eau. Et regardez la grosseur du pays, c'est un pays énorme. Entre Halifax à l'extrême est et Vancouver, vous avez à peu près 7 heures d'avion. La population, etc. Bon, vous avez la population à peu près la double environ, la double de la population canadienne, la population d'êtres humains. Et dans le fond, cette population-là est sur un ruban extrêmement mince qui est accolé à la frontière américaine. Une frontière de 6414 km qu'on partage avec nos amis américains. Et les insectes ne reconnaissent pas la frontière, ils traversent. Donc, on a des problèmes communs, puis on n'a pas les mêmes réglementations. Mais c'est pour vous dire aussi, un pays où ça prend 7 heures d'avion pour le parcourir d'est en ouest, bien, on n'a pas les mêmes problèmes au Québec qu'ils ont en Saskatchewan. Je sais que vous allez entendre prononcer le mot Saskatchewan. Ou en Alberta. Alors, on peut pas, c'est très rare qu'on peut faire un programme pan-canadien de lutte biologique au Canada parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes d'est en ouest, etc., etc. C'est un problème, vous me direz, politique, mais en voici un. C'est une différence que vous n'avez pas. Remarquez qu'entre la Picardie, autrement dit, les betteraves et les pommes de terre, et Montpellier, par exemple, ou Nice, mieux, les citrons, il y a un monde aussi. Il y a un monde. La lutte biologique date, en fait, les premiers lâchers de lutte biologique au Canada datent de 1882. C'est un trichogramme qui avait été donc importé, lâché en Ontario. Donc, c'est quand même assez vieux. Et on a eu plusieurs succès. En voici quelques-uns. Et là où il y a des différences, bien, on n'est pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes problèmes. Voici une autre différence. C'est que quand nous, nos succès à nous, c'est pas vos succès à vous, c'est pas les mêmes problèmes. Là où on se ressemble, c'est que c'est dans les serres, c'est-à-dire un milieu contrôlé, où on a maîtrisé, où on a eu les plus grands succès, comme vous, la même chose. Oui, c'est un succès. Il y a beaucoup de serres maintenant qui reposent beaucoup sur des techniques de lutte biologique, beaucoup, avec succès, économiquement, à tous les niveaux. Et ça, on partage ça avec la France, l'Europe. Je veux maintenant parler d'un problème dont je vous ai évoqué récemment quelques éléments, l'Hoplocampe. Donc, en 1939, l'Hoplocampe arrive d'Europe à Long Island, New York, et en 80, on l'a à Hemingford, première mention canadienne. Et maintenant, à partir de là, est allé au Nouveau-Brunswick, en Ontario, dans la Nouvelle-Écosse. Donc, voici une femelle en train de pondre ses œufs dans une fleur de pommier. Voici les dommages. Et en D, vous voyez un endoparasite qui s'appelle l'Atrolestes encetor. Donc, j'ai écrit une demande de fonds, etc. Ça a pris 6 ans pour établir le parasite ici où il y a une flèche, à la ferme de Fredericksburg, au Québec. Donc, ça a pris 6 ans. Après qu'on a démontré que le parasite, parce que, écoutez, il y a l'hiver aussi, donc le parasite est importé via le Cabi en Suisse. Le parasite venait de la Suisse, il venait de l'Allemagne et une partie de la Hollande. Mais on l'a importé, là, il a passé l'hiver. Au bout de 6 saisons, il avait passé l'hiver. Et là, on l'a disséminé pendant quelques années. Ça vous donne une idée que quand on a un problème
ça prend plusieurs années avant qu'on puisse avoir une solution. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que j'avais un collaborateur américain euh, au, euh, au New Hampshire qui venait en chercher. Il avait reçu la permission de ses patrons, 5 ans. Il pouvait venir à Fredericksburg. Vous voyez ici le New Hampshire. Donc, il partait, il venait à Fredericksburg, il faisait un peu de camping, puis il revenait avec les. Donc, il avait fait 1 an ou 2 ans, mais quand il y a eu des problèmes à New York, M. Bush a transféré 2500 employés de APHIS Quarantine, qui étaient des gens qui travaillaient dans la quarantaine, etc. Il a pris tous ces gens-là et il les a mis dans un nouveau ministère qu'ils ont créé. Ils n'en créent pas souvent, mais qui s'appelle Homeland Security. Et là, ils sont devenus avec des normes Homeland Security, pas Biological Control, pas quarantaine, ils sont devenus Homeland Security. Et par conséquent, il fallait qu'on prenne les parasites de Fredericksburg, qu'on les mette dans un avion et qu'on les envoie à New York. Mais mon collègue n'avait pas l'argent pour faire ça. Il avait été approuvé pour 5 ans, donc il y a des opportunités qui se sont perdues parce que les contraintes légales se sont resserrées. Donc, il y a 5 portes d'entrée. Il y en a une au Delaware, je pense, une c'est New York, il y en a une dans l'Ouest. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, voici, et Dominique pourra en témoigner, il y a eu vraiment un grand resserrement des contraintes suite à des considérations qui sont littéralement en dehors de la lutte biologique, mais la lutte biologique a été impactée cette fois-là. Catherine a parlé de Harmoniax iridis, mais nous, on l'a vécu, mais sous d'autres rapports. Les Américains ont importé, dans les années 60, en Louisiane, ont importé la coccinelle pour fin de lutte biologique. Et comme Catherine a dit, il y a eu un déplacement des populations de coccinelles indigènes. Mais nous, notre gros problème, ou un de nos gros problèmes, c'est que les coccinelles migrent et hivernent en masse, mais dans les maisons. Des milliers, dans les lits, c'est parce qu'au Québec, ils cherchent un refuge pour l'hiver. Je veux aussi mentionner que c'est la première mention d'ennemi naturel qui peut causer des problèmes médicaux, c'est-à-dire des allergies. Et enfin, dans un pays viticole comme la France, quand vous avez une coccinelle qui vient dans le raisin et on presse le raisin à la récolte, ça relâche des méthoxypyrazines et le vin est imbuvable. Donc, voici pour les problèmes. La réglementation a été serrée, Dominique va vous en parler. La pratique actuelle, ben, il faut documenter plus les cas d'importation. Donc, le niveau de documentation a augmenté énormément. Ce n'est pas les mêmes exigences que vous, mais par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans, c'est pas mal plus. En tout, on a 400 espèces d'invertébrés lâchés, dont 74 commerciales. La plupart sont entomophages. Les biopesticides, Odile va vous en parler. Un problème qu'on a, on manque de producteurs et distributeurs d'insectes en lutte biologique, d'agents de lutte biologique. Pas mal plus que vous en Europe. Et à cause des distances aussi, les logistiques de transport d'insectes vivants dans les avions, 7 heures, là, c'est long. Et je voudrais terminer, parce qu'on m'a allumé la lumière rouge, je voudrais terminer en disant, on ne travaille pas, nous, en vase clos. Mes collègues McNeil, etc., ont fait un sondage sur la perception qu'a le public sur la lutte biologique. C'est extrêmement intéressant. Là, on n'est pas en recherche, on est juste chez le monde ordinaire, comme on dit au Québec. Et voici, vous voyez que organic farming, ça reçoit 85% de l'assentiment. Les insectes qui attaquent, bien ça c'est la lutte biologique. Insects that attack pests, weeds and disease, c'est la lutte biologique. Donc les gens sont pour ça. Mais moi, de faire des sondages et dire les gens sont pour la lutte biologique, c'est très bien. Je n'ai pas de problème avec ça, tout le monde est content. Mais la vraie question, et je vous quitte là-dessus, est-ce que le consommateur est prêt à payer le prix que ça va coûter pour la lutte biologique? Et d'après moi, c'est un frein majeur. Parce que quand on touche au portefeuille, on me disait, vous savez, le soir en France, on discute, on me dit, quand tu touches au portefeuille des Français, là,
Oui, oui, on me l'a dit souvent, celle-là. Bien, quand tu touches au portefeuille des Canadiens, c'est la même chose. C'est un frein majeur. C'est vrai. Alors, écoutez, je dois terminer maintenant, Monsieur le Président, j'en suis conscient. Tout ce que je veux dire, la réponse à ça, c'est qu'on a vu, parce que je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, mais on a vu dans ce sondage que plus les gens étaient éduqués, plus il y avait de scolarisation, plus ils étaient prêts à payer un petit peu plus cher pour un produit de lutte biologique. C'est une lueur d'espoir. Je vous remercie. Les questions sont tout à l'heure. Merci. Maintenant, je passe la parole à Dominique Boutineau. Merci. Une vingtaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Juste une petite remarque, Charles. Malheureusement, la punaise que tu évoquais a été détectée en France, dans la région de Hyères, dans le sud, au mois de juin dernier. Donc, Allioborpha est présente sur le territoire français. Bonne chance. Charles a évoqué brièvement quelques aspects réglementaires, donc je vais faire la joie de votre après-midi en vous parlant un petit peu de dispositions réglementaires, autant au niveau international, communautaire, française et nord-américaine, toujours dans le cadre de la lutte biologique, donc y compris les macros et les micro-organismes. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui de biocontrôle. Donc la collection, donc ça c'est quelque chose que tous les acteurs de la lutte biologique connaissent au quotidien. Donc la collection, la détention, l'importation, l'exportation, l'étude, les lâchers et la mise sur le marché d'agents de lutte biologique, qu'ils soient macro ou micro-organismes, sont soumis à conditions. Au titre 1, effectivement, de la santé humaine, avant toute chose, au maintien de la biodiversité, de la santé des animaux et la santé des végétaux. Donc cet ensemble, ces conditions émanent d'accords ayant fait l'objet de publications et de textes. Ces textes sont organisés selon un niveau international, communautaire et droit français en ce qui concerne la France, avec des dispositions internationales et canadiennes en ce qui concerne le Canada. C'est ce qu'on appelle communément la hiérarchie des normes, avec des accords, conventions, traités au niveau international. De ces conventions peuvent découler des normes internationales et des normes régionales. C'est le même cas aussi pour le Canada. En droit communautaire, vous connaissez tous le règlement, la décision, la directive et l'avis. En droit français, nous avons effectivement des lois, décrets et arrêtés d'application, et bien souvent des circulaires pour expliciter un petit peu ces nouvelles lois, ces nouveaux décrets, nouveaux arrêtés. La particularité au Canada est qu'effectivement, les Canadiens peuvent légiférer au niveau fédéral, provincial et municipal. Une des premières conventions qui nous intéresse en termes de lutte biologique, c'est effectivement la Convention internationale pour la protection des végétaux, donc c'est une des plus anciennes, qui date de 1951, réactualisée en 2005, qui compte aujourd'hui 180 parties qui effectivement adhèrent à cette convention. L'objet principal de cette convention est effectivement la prévention de la dissémination et de l'introduction d'organismes nuisibles. Chaque pays ou chaque partie, ou groupe de pays, comme l'Europe par exemple, fera la promotion et adoptera des mesures de lutte contre ces organismes nuisibles, en mettant en place des mesures législatives et réglementaires, en mettant en place une organisation officielle de la protection des végétaux, appelée communément ONPV. Cette convention concerne donc les végétaux, produits végétaux, les lieux de stockage, emballages, containers, terres, objets et matériels susceptibles de porter ou disséminer des organismes nuisibles. Pour ceux qui auraient lu la convention, donc il y a un article qui stipule que les parties, donc pays ou groupes de pays, peuvent interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques. Ce sont par exemple les pollinisateurs. Donc agents de lutte biologique et pollinisateurs.
Au niveau international, découle une norme internationale pour les mesures phytosanitaires, donc la norme numéro 3 internationale de 2005, qui est l'ancien code de conduite pour l'importation et le lâcher des agents exotiques de lutte biologique qui datait de 1996. Donc le nouveau principe est simple. À l'état initial, un agent de lutte biologique peut être potentiellement nuisible. Donc il est demandé à chaque partie de gérer le risque, autant à l'exportation, pendant l'expédition, l'importation et à l'occasion du lâcher d'agents de lutte biologique, que ce soit des macros ou des micros. De définir à l'état initial les responsabilités des parties contractantes, ça peut être l'Organisation nationale de la protection des végétaux et bien entendu les importateurs et exportateurs. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a publié un document en 2004 où effectivement étaient mentionnées les informations à soumettre avant l'introduction d'un agent de lutte biologique, avec les informations requises. Donc, à minima, l'identité et caractérisation de l'organisme, sa biologie, son écologie, sa distribution géographique, les informations relatives à la santé humaine, l'évaluation des risques pour l'environnement, l'évaluation de l'efficacité, le contrôle qualité quand il s'agissait d'élevage, et les bénéfices de l'utilisation. Il y a quelques années, je le rappelais, mais c'est encore valable aujourd'hui en 2016, il est vivement conseillé de contacter l'autorité nationale désignée afin de prendre connaissance des exigences nationales relatives à l'élaboration du dossier d'évaluation des risques. À mon avis, aujourd'hui, c'est toujours valable en France et au Canada. Les organisations nationales de la protection des végétaux sont regroupées auprès d'organisations régionales. Donc pour la France, c'est l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, organisation qui compte 50 membres, principalement Europe, pays méditerranéens et anciens pays de l'Est. L'EPP a publié une dizaine de normes régionales pour les mesures phytosanitaires et entre autres 3 normes relatives à la sécurité de la lutte biologique. Une première norme de 1999 qui concerne la première importation d'agents exotiques de lutte biologique aux fins de recherche en confinement. Une norme en 2014, importation et lâcher d'agents exotiques de lutte biologique. Donc là, la norme est publiée en anglais, elle a été révisée en 2014, donc elle concerne tout ce qui a trait au dossier pour un lâcher, évaluation des risques et impact environnemental. C'est probablement cette norme qui est le socle de la nouvelle réglementation en France. La norme de 2014, la 6.3, elle fait la liste des agents de lutte biologique commercialisés, la liste des agents de lutte biologique introduits avec succès dans la région EPP. Pour information, il y a une norme qui est en cours de réalisation qui concernera les agents de lutte biologique utilisés contre les plantes nuisibles ou dites envahissantes. Les organisations nationales de la protection des végétaux du Canada, des États-Unis d'Amérique et des États-Unis de Mexico s'organisent autour de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes et a effectivement publié un certain nombre de normes depuis 1998. Ces normes sont régulièrement révisées. La première concerne les lignes directrices pour la demande pour le premier lâcher d'agents biologiques phytophages ou phytopathogènes non indigènes. Ça veut dire que cette norme concerne la lutte biologique contre les plantes envahissantes. La deuxième norme révisée en 2015, donc ce sont les lignes directrices pour la demande pour le premier lâcher d'agents biologiques entomophages non indigènes. La troisième concerne la certification à des fins commerciales d'agents biologiques d'arthropodes ou pollinisateurs autres qu'APIS. Et enfin, la quatrième norme concerne la construction et l'exploitation d'une installation de confinement. En France, nous avons un nouveau dispositif depuis peu concernant les macro-organismes non indigènes en lutte biologique, avec 2 nouveaux articles L258 introduits par la loi de 2010
un décret publié le 30 janvier 2012 relatif aux conditions d'autorisation d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utilio-végétaux, un arrêté de juin 2012 relatif aux demandes d'autorisation d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement. Cet ensemble est en vigueur depuis le 1er juillet 2012. En 2015, nous avons eu un arrêté établissant la liste des macro-organismes non indigènes dispensés de demande d'autorisation. Donc là, ce sont les agents qui avaient été lâchés avant le 1er juillet 2012. Au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de laboratoires de recherche et d'importateurs ont effectué effectivement des demandes d'introduction d'agents biologiques sous réserve de confinement. Ces instituts, ces importateurs attendent toujours un arrêté préfectoral pour cette autorisation. Nous sommes le 9 mars 2016. Depuis 2012, nous attendons. En 2010 a été créée l'Agence chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. L'ANSES met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste, contribue également à assurer la protection de la santé des végétaux. L'ANSES réalise et communique sur l'évaluation des risques. Concernant les macro-organismes non indigènes, au jour d'aujourd'hui, l'ANSES a à sa charge l'évaluation des dossiers concernant une demande d'autorisation. La décision reste conjointement au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Agriculture. Au Canada, on a un contexte au niveau fédéral avec une loi sur la protection des végétaux, donc de 90, modifiée en 2015. Donc, pour ceux qui liront cette loi, merci Charles, parce que j'ai lu effectivement un certain nombre de documents réglementaires ayant trait au Canada, on parle de parasites. Au terme de la loi, au Canada, le parasite est l'organisme nuisible. Donc, on a évoqué tout à l'heure des parasites qui étaient des hyménoptères parasitoïdes. Lorsqu'on parle dans la loi canadienne de parasites, on évoque l'organisme nuisible. Ça c'est en français, en anglais, c'est peste. Ouais. Oui, mais en français canadien, dans les textes, il est mentionné parasite. Une loi de 2002 qui a trait aux produits antiparasitaires, donc là ça concerne effectivement, qui a été modifiée en 2006, donc là ça concerne les micro-organismes agents biologiques. Il y a un règlement qui est important, c'est le règlement de 95 modifié en 2013 et la directive D1202, donc qui concerne les exigences concernant l'importation d'organismes potentiellement nuisibles afin d'empêcher l'importation de phytoravageurs au Canada. Ça concerne l'ensemble des agents biologiques au Canada. Il peut y avoir une étape supplémentaire au niveau provincial, donc les provinces peuvent légiférer sur toutes les matières qui ont trait aux ressources naturelles. Donc c'est le cas pour Terre-Neuve et Labrador avec une loi sur la faune sauvage, en Colombie-Britannique avec une loi sur le contrôle des mauvaises herbes, en Ontario avec une loi sur la conservation de la pêche et de la faune sauvage. En règle générale, les autres provinces suivent les directives fédérales. Une autre étape, comme l'a évoqué Charles tout à l'heure, c'est effectivement le cadre de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au niveau municipal. Donc, en ce qui concerne la réglementation des invertébrés, mandat est donné à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments, la SIA. Et pour tout ce qui concerne les agents biologiques, c'est Agriculture Canada et ASIA qui traitent les dossiers. Donc, ils suivent les normes qui ont été édictées par l'organisation régionale nord-américaine en ce qui concerne importation et autorisation, sous réserve d'une analyse de risque, avec à chaque fois une analyse de risque avec les impacts potentiels. Pour les produits biocides, donc c'est la réglementation des produits antiparasitaires. Mandat est donné à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire ARLA, avec une pour l'homologation des produits phytopharmaceutiques et pour les agents bio formulés, c'est Santé Canada et ARLA qui effectivement étudient les dossiers. Au Canada, il existe aussi une norme concernant tous les aspects de confinement.
Concernant les produits phytopharmaceutiques, Charles a évoqué effectivement le fait que certaines municipalités interdisent l'utilisation de substances phytopharmaceutiques aux particuliers. En France, c'est le cas depuis peu avec la loi Labbé, donc depuis 2014. En 2003, au Canada, le gouvernement du Québec donc, a publié un code de gestion des pesticides. Et depuis 2014, de nombreuses villes canadiennes ont un encadrement légal des produits pesticides. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'effectivement, au Canada, on publie beaucoup. Tous ces ouvrages sont en ligne. Vous pouvez trouver facilement le livre relatif à l'importation et dissémination du Canada, un ouvrage sur les programmes de l'aide biologique au Canada, le catalogue des biopesticides des pays membres, et tout ça est en ligne. En 2009, en Europe, nous tentons une révolution philosophique phytopharmaceutique avec la directive 2009-128. Pour la première fois, on parle de lutte intégrée. Le même jour, on publie un nouveau règlement concernant la mise sur le marché des nouveaux produits phytopharmaceutiques. À l'heure actuelle, au niveau des produits phytopharmaceutiques, c'est l'ANSES qui a la charge de l'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché. Depuis peu, au niveau de la conservation de la biodiversité, le protocole de Nagoya est entré en vigueur en 2010. À l'heure actuelle, au 1er mars 2016, il y a à peu près 72 ratifications pour 92 signataires, y compris l'Union européenne et Mexico. L'Europe a publié un certain nombre de règlements sur le sujet, établira, s'assurera du partage des avantages, mais avant toute chose, s'assurera que seules les ressources génétiques légalement acquises seront utilisées sur le territoire européen. Ça concerne tous les agents de lutte biologique, macro et micro, qui seront prélevés dans des pays tiers. La France devait aujourd'hui, normalement, à l'Assemblée nationale, éventuellement relire en deuxième lecture le projet de loi sur la biodiversité. À l'intérieur, nous avons des sujets, plusieurs articles qui concernent Nagoya. Enfin, pour conclure, parce que là j'ai une lumière rouge qui s'allume, le prochain challenge pour les prochaines années, c'est effectivement au niveau de l'accès et partage des avantages qu'il se fera, ou qu'il doit se faire, autant au niveau de la FAO que des secrétariats des différentes conventions évoquées. Je m'arrêterai là. Maintenant, la parole est à Odile Clarisse, qui est membre correspondant de C'est sûr qu'il n'y a personne qui va me voir. pour la troisième intervention. Merci beaucoup. Premièrement, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de venir vous parler. Vous allez voir, je vais avoir une perspective assez différente pour la simple et unique raison que moi, je suis phytopathologiste. Et depuis tout à l'heure, je suis ravie de voir qu'on parle beaucoup de relâcher, même dans la réglementation. Vous comprendrez que quand on est phytopathologiste, on parle d'emblée de micro-organismes. Donc, pour nous, la lutte biologique, par définition, elle est sur le même niveau trophique. Donc, par définition, on parle de micro-organismes ou d'extraits de micro-organismes ou de plantes, etc. Donc, c'est une perspective qui est très différente. Et il y a d'autres facteurs qui font également en sorte que par rapport à l'entomologie, c'est assez différent. Le sujet de cet après-midi, c'est le regard transatlantique. Charles en a parlé un peu. Évidemment, le Canada a des particularités. Charles a montré un peu une carte du pays. Évidemment, l'agriculture s'est faite essentiellement à des époques très différentes et on a des régions géographiques qui sont très différentes et vous allez voir que ça a un impact même sur la réglementation des agents de lutte biologique. Donc, essentiellement, les fruits et légumes sont produits dans les régions très chaudes. Et dans les plaines, je ne sais pas pourquoi vous aimez entendre le mot Saskatchewan, mais effectivement, on produit énormément de céréales. Donc, les fruits et légumes produits au centre du pays dans les régions les plus chaudes et les céréales concentrées essentiellement dans les grandes plaines. Dans mon titre, j'ai parlé d'agriculture intensive. Quand on parle de lutte biologique contre les maladies, on parle de fermes qui peuvent avoir 1000, 2000, 3000, 5000 hectares. Donc, évidemment, quand on a un problème de fusariose dans les céréales, c'est difficile de penser à une approche de lutte biologique.
L'agriculture biologique au Canada est relativement jeune, les années 50. J'ai été très surprise de voir que la réglementation sur les produits bio date de 2009 seulement. Donc, c'est très récent. Par contre, on a moins de 2% des fermes qui sont certifiées bio. Et si vous voyez sur le graphique ici, les barres en bleu sont les fermes certifiées, donc qui ont une certification officielle. En bleu, ce sont des fermes en transition. Et rouge, ce sont des fermes dont le propriétaire se dit bio, mais qui n'est pas certifié. Et en fait, c'est le plus grand nombre de fermes. Mais confondu, les fermes bio, c'est moins de 2%. Et évidemment, le type de production suit la production conventionnelle. Une des raisons, à mon sens, pour lesquelles on a si peu de fermes certifiées bio, j'ai appelé ça la confusion des genres. On a des réglementations fédérales et provinciales, mais en fait, parmi tous les logos que vous avez là, il n'y en a que 2 qui sont de réels logos officiels qui garantissent aux producteurs une certaine plus-value pour ces produits. Les autres n'ont pas de valeur officielle. Donc, quand on dit garantie bio, c'est à peu près n'importe quoi. Ça ne veut strictement rien dire. Alors, il y a effectivement une confusion chez le consommateur qui se dit peut-être prêt à payer, mais dans la limite, il y a énormément d'éco-blanchiment. On voit énormément de labels naturels, une pomme naturelle, heureusement, parce que si c'était une pomme synthétique, j'imagine que ce serait moins intéressant. Mais donc, il y a beaucoup de confusion, ce qui ralentit l'adoption de la lutte bio chez les producteurs parce qu'ils n'ont pas la plus-value. Donc, juste pour rappeler que quand on parle de lutte bio, on parle énormément avec une approche entomologique. Mais nous, en phytopathologie, on ne peut pas avoir cette approche-là. On comprend que lorsqu'on parle d'un micro-organisme, par exemple, je ne sais pas, on peut parler du mildiou de la pomme de terre, en 2 semaines, on peut détruire une culture. Je ne sais pas si Yves Lespinasse est toujours là. On parle de la tablure du pommier. 1 mois, on détruit un verger au complet. Donc, on n'est pas du tout dans la même dynamique de relâcher comme on peut l'être en entomologie. Et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de distinguer la lutte biologique aux maladies de la lutte intégrée. Parce que dans les faits, je vais être honnête, j'ai cherché des exemples où on avait approché la lutte contre une maladie uniquement en utilisant des biopesticides. Et si je me fie à la définition de Charles et que j'inclus le mot durable, en fait, il n'y en a à peu près pas. Simplement, si ce n'est pas intégré dans un système plus large où on parle de lutte culturelle ou de lutte génétique. Donc, les biopesticides, évidemment, quand on est phytopathologiste, la première approche, on remplace un fongicide de synthèse ou chimique par un biopesticide. Mais malgré tout ça, c'est encore les entomologistes qui ont le haut du pavé, puisque 75% de tous les biopesticides vendus au Canada sont en fait un insecticide biologique. Et malgré tout ça, c'est à peine 4% du marché. Alors, imaginez le pourcentage pour les maladies. On est probablement de l'ordre de 0,6 à 0,8% de tous les produits bio sont utilisés pour lutter contre les maladies. Alors, on a du chemin à faire. On a un certain nombre de produits homologués, une vingtaine. Certains sont à base de micro-organismes, d'autres sont à base d'extraits végétaux, mais c'est relativement peu malgré tout. Pourquoi on a si peu d'adoption de lutte biologique contre les maladies? Dominique en a parlé un peu, mais on a aussi un problème, je ne devrais pas dire un problème, on a une obligation au Canada de démontrer l'efficacité d'un produit, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, pour homologuer un biopesticide au Canada, il faut démontrer son efficacité et il faut le faire dans chacune des écozones canadiennes. Donc, la carte que je vous ai montrée au début, le produit doit être efficace dans chacune de ces écozones-là. Donc, effectivement, compte tenu de la taille du marché, j'ai mis canadien, mais le problème s'applique également aux États-Unis pour les maladies. Ça augmente les coûts de production, d'autant qu'on est conscient qu'il y a assez peu d'agents de lutte biologique contre les maladies qui sont très efficaces. Donc, si on fait la comparaison avec un fongicide chimique, il y a assez peu de produits qui arrivent à une efficacité commercialement acceptable. Par contre, la demande des consommateurs, la réglementation et les considérations environnementales stimulent quand même le développement de biopesticides. L'autre dynamique différente de l'entomologie, à chaque année au Canada, il y a 10 000 situations pour lesquelles on doit prendre des décisions phytosanitaires. Donc, toute culture confondue, toute maladie, c'est beaucoup.
C'est vraiment beaucoup. Alors, avec une vingtaine de produits, vous imaginez qu'on n'a pas tout à fait le coffre à outils nécessaire pour être capable de répondre à tous ces problèmes-là, ou même en partie avec des outils biologiques, de lutte biologique. C'est pour cette raison. En plus, en général, on s'entend pour dire qu'il est extrêmement difficile d'atteindre des niveaux de contrôle acceptables économiquement en utilisant un biofongicide si on compare avec un fongicide chimique. C'est la raison pour laquelle pratiquement toutes les méthodes de lutte bio sont intégrées à d'autres méthodes. Et j'aimerais vous montrer 2 exemples. Alors, sachant qu'Yves serait dans la salle, le premier exemple, je vais prendre la tablure du pommier. C'est une maladie qui effectivement attaque le pommier, pour laquelle le seuil de tolérance du consommateur est moins de 1%. On doit avoir moins de 1% de pommes tablées. Au-dessus du seuil, les pommes sont rejetées. Donc, le niveau est très difficile et c'est un organisme qui produit pour chaque petite lésion 100 000 descendants. Donc, on n'est pas dans la même dynamique que les insectes, une reproduction extrêmement rapide. L'organisme, évidemment, survit, par contre, moi, je n'ai pas de pointeur, mais l'organisme survit dans le sol pendant l'hiver. Alors, évidemment, c'est pas grave. La stratégie la plus rapide, c'est d'essayer d'atteindre l'organisme, évidemment, pendant son point faible. Alors, évidemment, au Canada, et c'est essentiellement pendant l'hiver. Et on peut le faire par des méthodes biologiques. Ici, j'ai mis les pourcentages. Donc, on arrive à réduire même jusqu'à 70%. Mais dans notre cas, puisque les micro-organismes se reproduisent extrêmement rapidement, même à 90%, ce n'est pas suffisant. En fait, 0,01% de tablure dans un verger au début de la saison est suffisant pour causer des pertes économiques. Donc, on n'est pas du tout dans le sport, on ne tolère pas 1 ou 2 insectes. Donc, avec les normes, les seuils économiques qu'on a en entomologie, ce n'est pas la même chose. Alors, évidemment, même avec toutes ces méthodes-là, que ce soit broyer les feuilles, l'urée, des agents de lutte biologique, même avec 90%, ce n'est pas suffisant. Pour arriver à un niveau de contrôle qui est acceptable, il faut combiner plusieurs approches biologiques. Ici, c'est un agent de lutte biologique, le broyage des feuilles, les variétés avec différents niveaux de résistance, des tags, la lutte culturelle et évidemment les outils d'aide à la décision pour pouvoir estimer les risques, puisque dans le cas des maladies, la gestion du risque, c'est extrêmement important. Et si on fait tout cet effort-là, ici, je vous donne, vous allez voir à gauche le résultat. Les barres en bleu, c'est lorsqu'on intègre toutes ces méthodes-là, dont certaines sont biologiques. Les barres en vert, c'est l'approche conventionnelle avec des fongicides de synthèse. Charles parlait au tout début de sa présentation de la durabilité. Bien, ça, c'est quelque chose que les phytopathologistes devront mettre en évidence. Parce que quand on se permet et qu'on a le luxe de faire des essais sur plusieurs années, ici, c'est un essai qui a été fait sur 7 ans, comparativement à la lutte conventionnelle, la lutte biologique offre une certaine durabilité. Au fil des années, ça devient de plus en plus facile de contrôler la tablure. Donc, l'effort, au début, est énorme, mais c'est payant éventuellement après quelques années, ce qui n'est pas le cas avec la lutte conventionnelle, où à chaque année, le producteur a à peu près le même niveau de pression de maladie. Dans l'ensemble, on arrive avec tous ces efforts-là à réduire d'environ 50% l'utilisation de produits. Dans ce cas-ci, les produits utilisés en traitement étaient le cuivre pour lutter contre la tablure. Donc, on arrive à réduire l'impact environnemental, mais avec un effort quand même assez important de la part du producteur. Et Charles en a parlé, les pommes ne sont pas 2 fois plus chères lorsqu'elles sont produites de cette façon-là. Elles sont environ 10% plus chères. Le Canada est un immense producteur de céréales. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'efforts de recherche pour travailler sur la fusariose du blé, maladie importante qui cause non seulement des pertes, mais également des vomitoxines, donc problème important pour l'alimentation animale. Contrairement à l'Europe, on utilise peu de fongicides chimiques, mais compte tenu des surfaces, on peut imaginer l'impact environnemental lorsqu'un producteur a 5000 hectares à traiter. On parle de quantités extrêmement importantes. Donc, il y a eu des efforts très importants et dans ce cas-ci, tous les efforts qui ont été faits en lutte biologique, on n'a jamais réussi à atteindre davantage de 50% de contrôle. Donc, c'est assez peu. Et récemment, des chercheurs à Agriculture Canada ont décidé de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de voir s'il était possible de ramener ça à un contrôle acceptable en utilisant trois approches. Donc, des traitements foliaires comme les traitements conventionnels, des traitements sur les résidus, même concept que la tablure, et des traitements de semences. Donc, encore une fois, le point que je veux faire, c'est
on essaie de convaincre des producteurs qui peuvent simplement acheter un pesticide et l'arroser foliaire. Et là, on leur dit dorénavant, pour arriver à réduire l'utilisation des pesticides, bien là, on devra faire ces traitements foliaires-là, traiter les résidus de culture et traiter les semences. Ils ont choisi un champignon de lutte biologique qui vient d'être homologué, donc il n'était pas dans ma liste, mais il vient d'être homologué. Et effectivement, ils ont réussi à démontrer, ici vous avez la sévérité de la maladie et la quantité de toxines sur certaines variétés de blé. Donc en combinant avec les variétés de blé, on atteint à peu près en serre 50%, mais en champ en 60%, 50% en serre, mais à des quantités extrêmement importantes. Ça, c'est l'autre problème qu'on a avec les biopesticides. Évidemment, ça représente un coût important. 10 à la 6, c'est énorme. C'est une concentration qui est très élevée. Et si on imagine traiter 5 ou 10 000 hectares, c'est énorme. Les traitements sur les résidus sont très efficaces. Ça fonctionne très bien. On peut voir ici des 90-94% de contrôle. On voit ici sur le maïs, ça c'est le témoin non traité. Lorsqu'on traite avec l'agent de lutte biologique, on arrive à diminuer substantiellement. Les traitements de semences ont peu d'effet. On gagne un peu sur l'émergence des céréales, sur les rendements, assez peu sur le contrôle de la maladie comme telle. Mais les trois combinés ensemble, les chercheurs ont réussi à atteindre, après avoir fait tout ça, 80% de l'efficacité d'un fongicide de synthèse. Après 15 ans de recherche. Et c'est considéré comme une histoire à succès au Canada. Alors, c'est beaucoup d'énergie pour atteindre le 80%. Donc, parmi les freins à la lutte biologique, évidemment, la complexité dans le cas des maladies. La courbe d'apprentissage qui est énorme. On ne peut pas développer un programme de lutte biologique contre une maladie avec la même mentalité de remplacer un fongicide chimique par un fongicide biologique. Comme je vous le dis, je n'ai pas trouvé d'exemple dans la littérature où ça a fonctionné suffisamment pour être acceptable commercialement. On a une contrainte de disponibilité de produits, une vingtaine de produits, c'est assez peu pour l'ensemble des maladies. Évidemment, un support technique qui est, j'ai mis insuffisant, c'était plutôt gentil, je dirais absent dans la plupart des cas. L'efficacité doit se voir à moyen et à long terme. Ça, c'est l'autre difficulté. Quand on développe des technologies ou des approches de lutte comme celle-là, évidemment, un producteur qui met un fongicide, 2 semaines après, on voit l'effet. Là, on va lui dire, bien, dans 3 ans, 4 ans, ça va bien aller. Alors, c'est une mentalité qui est à changer. Donc, c'est une efficacité à long terme. Par contre, je me suis permis de mettre un graphique là et Charles va comprendre pourquoi j'ai mis ce graphique-là. C'est l'utilisation des fongicides pour lutter contre la tavelure du pommier au Québec depuis 1985. Fongicides de synthèse. Alors, même si la lutte biologique a des difficultés, la lutte chimique aussi. Vous voyez l'augmentation du nombre de traitements fongicides. Maintenant, à mon sens, c'est pratiquement une perte de contrôle. On est rendu à pratiquement 20 traitements par année en moyenne au fil des dernières années. Donc, bien que la lutte bio ou la lutte bio-intégrée, comme j'aime bien l'appeler, est plus complexe, je pense qu'on n'aura pas le choix de se rendre là. Par contre, il y a d'énormes avantages qui, à mon sens, au niveau de la gestion des maladies, sont mal publicisés. La gestion de la résistance aux fongicides de synthèse, ça, c'est un bel exemple. Dans la pomme, à mon avis, dans 5 ans ou 10 ans, on n'aura plus de fongicides homologués. Dans la vigne, le Canada est un jeune producteur de vigne, on a environ 95% de résistance aux strobilurines dans l'ensemble du pays. Donc, assez rapidement, les résistances se développent. Donc, c'est des facteurs qui, certainement, vont stimuler la recherche, à tout de moins, sur les biofongicides. L'impact limité sur l'environnement, évidemment, la santé des travailleurs agricoles. La réduction du stress des plantes, c'est extrêmement important. Quand on applique 18 traitements fongicides sur un pommier, évidemment, il y a des stress et ça a été démontré d'ailleurs dans plusieurs cultures maraîchères également. J'ai écrit les effets secondaires désirables. On oublie aussi souvent, mais plusieurs agents de lutte biologique, les trichodermas par exemple, favorisent la croissance de la plante. Mais ça, quand c'est vendu, on le vend comme un fongicide qui est comparé à un fongicide de synthèse qui, lui, stresse la plante. Et là, on a un produit qui non seulement ne stresse pas la plante, mais stimule la croissance de la plante. Alors, et il y en a d'autres, les rhizobactéries, qui ont effectivement aussi des effets sur la croissance des plantes. Donc, on a des effets secondaires désirables.
La réduction des résidus de pesticides, évidemment, sur les aliments. Un autre facteur très important, Charles en a parlé, c'est important en serre, mais on le voit aussi en production maraîchère et en production fruitière, l'accès aux cultures. Par exemple, beaucoup de fongicides de synthèse ont des délais de réentrée. Donc, dans un vignoble, par exemple, de 40 jours. C'est énorme, 40 jours. On applique un fongicide, théoriquement, évidemment, personne ne le fait, théoriquement, on n'a pas accès au vignoble pendant 40 jours. Évidemment, les produits bio n'ont pas cette contrainte-là. Par contre, contrairement aux entomologistes, on a relativement peu d'histoires à succès en lutte biologique contre les maladies, à l'exception des traitements en serre, effectivement, comme partout ailleurs dans le monde. En plein champ, comme on appelle, sincèrement, quand je dis qu'il y a moins de 0,8% des pesticides qui sont des biofongicides, je pense qu'on n'a pas atteint le niveau de contrôle acceptable pour les producteurs. Donc, il va falloir changer les systèmes de production. Quand on a 20 ou 25 hectares de pommiers, uniquement de pommiers résistants à la tablure, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va arrêter une maladie dont le facteur de reproduction est 1 pour 100 000 à toutes les 24 heures? Ça me semble être un défi assez grand. Donc, il faudra probablement repenser les systèmes de production. Contrairement aux entomologistes, et je l'admets de bon cœur, je pense que les phytopathologistes, on est loin en arrière au niveau d'intégrer l'écologie dans nos approches de lutte. Et ce que j'ai appelé ici s'inspirer des bénéfices de tirer bénéfice ou de s'inspirer des services écologiques. En lutte contre les maladies, on a vraiment adopté une approche de remplacement un peu simpliste. Ce que vous avez moins fait, je pense, en entomologie. Ce qui fait que nous, si on veut simplement remplacer un fongicide de synthèse par un fongicide bio, bien, il faut que le fongicide bio ait pratiquement le même niveau d'efficacité. Donc, il faut changer cette façon-là de réfléchir et voir si on peut s'inspirer justement des services écologiques, par exemple, les bactéries qui stimulent la croissance des plantes, les produits qui stimulent les défenses naturelles des plantes. C'est sûr que c'est difficile souvent, il y a des tests qui ont été faits, on parle de traiter en prévention, 3, des fois 5 semaines avant l'arrivée de l'agent pathogène. Donc, c'est une mentalité de lutte qu'il faudra changer si on veut réduire notre dépendance envers les produits fongicides chimiques conventionnels. On devra utiliser une plus grande variété de méthodes. Il va falloir convaincre les producteurs que dans l'avenir, si on veut réduire l'usage des fongicides, ça va être plus compliqué. J'ai mis également éduquer les consommateurs parce que j'ai pris la tavelure comme exemple parce que des études ont démontré que si on avait un seuil de tolérance sur les 20 traitements fongicides en moyenne qu'on utilise, il y en a pratiquement le tiers qui servent à se rendre à ce 1%. Donc, au seuil de presque 0 de tolérance. Si le consommateur acceptait d'avoir quelques lésions de tavelure, on pourrait probablement diminuer d'environ 30% les fongicides, déjà en partant. Parce que le fait que les seuils économiques soient si bas, ça génère une notion d'aversion au stress chez les producteurs. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la tavelure, on me disait, tu perds ton temps. Une spore de tavelure dans un verger, c'est suffisant pour causer des dommages. Jamais vous aurez une méthode qui va réduire suffisamment la tavelure. Donc, les producteurs, par rapport aux maladies, et on peut le comprendre, là, on pense le mildiou de la pomme de terre, on pense à un tas de maladies qui se développent tellement rapidement et dont les seuils économiques sont bas, les producteurs ont une aversion au risque. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra changer du côté des producteurs, mais du côté des consommateurs également. Et j'aimerais terminer en disant que je pense que ça prend une plus grande implication de la recherche, évidemment dans un sens large en lutte biologique, mais je pense qu'en phytopathologie, on a pris beaucoup de retard et on a pas mal de chemin à rattraper avant d'avoir des histoires à succès en lutte biologique. Et je voudrais terminer en revenant sur le tableau de Charles, en fait sa dernière diapo qui mentionnait est-ce que les consommateurs sont prêts à payer? C'est dommage, j'ai enlevé le graphique, mais j'ai ressorti des études sur le prix des produits dits bio au Canada. Donc, dits certifiés en admettant que ce ne soit pas de l'éco-blanchiment. Et dans les faits,
bien que les produits soient vendus en moyenne 15 à 20 plus cher, les producteurs n'ont pas une marge de bénéfice plus élevée. Ce sont essentiellement les distributeurs qui font le profit. En fait, dans plusieurs productions, le bleuet, la fraise, la pomme, le fait de produire bio ou de faire tous les efforts dont j'ai parlé, on parle d'une marge de 5 de plus. Donc, quelque part, il devrait y avoir une réorganisation parce qu'on demande aux producteurs un effort énorme pour, somme toute, assez peu. Par contre, des études maintenant en économie comportementale semblent démontrer que ce qui stimule les producteurs à adopter des pratiques de lutte biologique, ce n'est pas des raisons économiques en fait. Ce sont essentiellement des raisons morales, leur implication quant à la protection de l'environnement. Je ne vais pas citer les sondages, mais ils ont fait un sondage quand même sur 2000 producteurs canadiens se disant bio. Et dans la très, très grande majorité des cas, ce n'était pas des incitatifs économiques qui ont fait qu'ils ont amené leur ferme en transition vers le bio. Mais je pense qu'il faudrait quand même partager les risques et que ce n'est peut-être pas uniquement les producteurs qui doivent assumer tout ce risque-là. Et au Canada, en ce moment, ce sont essentiellement les producteurs, puisque les consommateurs ne paient pas tellement plus cher. Les produits bio représentent encore 2,8 des produits agroalimentaires au Canada. C'est pas beaucoup. C'est très, très peu. Alors, c'est un marché qui est en demande. On parle de 10 d'augmentation de demande par année, mais quand même, on n'est pas à 3 là. Donc, le consommateur a un peu un double discours de dire on veut sauver l'environnement, on veut des produits bio, mais en général, on admet que la marge d'acceptation des consommateurs, c'est 10 Donc, on veut beaucoup, mais comme Charles le disait, est-ce qu'on est prêt vraiment à faire notre part comme consommateur? Ça, c'est l'autre débat. Alors, sur ça, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Edith Clarisse, de nous avoir montré un certain nombre d'exemples et d'illustrations tirées de votre expérience et d'avoir insisté également, je pense, sur les exigences contradictoires du consommateur, qui est toujours double, qui souhaite qu'il n'y ait aucun produit de traitement dans ce qu'il mange. Mais vous l'avez fort bien dit, dès qu'il y a 1% de tablure, la réglementation poussée par le consommateur ne veut plus. Moi, j'avais vu d'autres exemples, l'utilisation des tricogrammes pour le maïs. J'avais posé la question à des producteurs de maïs pour la consommation du maïs en boîte, en disant pourquoi n'utilisez-vous pas le tricogramme? Parce que vous pourriez communiquer là-dessus. Et la réponse a été, mais monsieur, vous ne pensez pas, si dans une boîte, il y a un verre, ça va être une catastrophe pour notre marque. Et donc, il est hors de question pour nous de prendre ce risque. Et je crois que ça, on doit y penser à cette exigence totalement contradictoire du consommateur. Alors, j'aurais une question à poser. Finalement, on voit bien que ce dont vous nous avez parlé pour la lutte biologique est complexe, long, cher en recherche. Il faut des adaptations suivant un réseau climatique important. On voit bien que les phytosanitaires risquent d'avoir un avantage économique là-dessus. C'est un concurrent qui a un avantage économique. La résistance génétique est une autre voie d'accès qui a ses avantages. Et je voulais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que les cultures protégées, qu'elles soient sous serre pour la tomate, par exemple, qui permettent beaucoup plus facilement la lutte biologique, ou éventuellement même en chambre de culture, ce qui est un milieu totalement artificialisé, où on n'est donc pas embêté par les agresseurs, est-ce que ça, c'est pas une voie qu'on voit monter, peut-être plus vite que la lutte biologique, malheureusement? Oui. Je propose que vous veniez répondre ici. Je ne connais pas la situation en Europe, mais au Canada, dans les faits, Charles, corrige-moi, la très, 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 très grande majorité des productions cérécoles sont bio, mais pas certifiées. Parce que la plupart des producteurs, le cahier de charge, la certification est fait de sorte que s'il y a une épidémie,
et qu'on fait un traitement non autorisé, on perd sa certification pour, je pense que c'est 2 ans. Donc, dans les faits, l'usage de pesticides de synthèse est presque nul dans les serres, mais ce n'est pas certifié, par exemple. J'aimerais ajouter juste un point, c'est que c'est très froid au Canada comparé ici. Les serres, c'est un avantage pour allonger la saison de production. Donc, ça, économiquement, c'est formidable. Oui. Donc, oui, en termes de lutte biologique, aussi, on contrôle les mouvements des insectes ravageurs. On empêche les insectes ravageurs de rentrer, puis on les contrôle une fois qu'ils sont confinés à l'intérieur. Donc, techniquement, oui. Mais encore une fois, je veux rajouter, au Québec, par exemple, vous faites des tomates de serre, bien, là, vous rallongez votre saison, c'est formidable. Pour un producteur, à ce moment-là, il fait plus d'argent, il peut se permettre des alternatives un peu plus coûteuses parce que son volume d'activité en dollars est plus grand. Oui, parfait, merci. Oui, c'est une question à M. Coutinho. Oh. Vous vous êtes présenté comme expert indépendant, vous êtes américain, si j'ai bien compris. Et, bon, mais vous connaissez bien les réglementations nord-américaines et européennes. Il y a un contraste que j'ignorais, à savoir que le Canada demande une preuve d'efficacité des solutions, alors que les États-Unis ne le demandent pas. Ceci ne concerne pas seulement la protection phytosanitaire. J'aimerais avoir votre avis sur ces deux systèmes avantages-inconvénients. Alors, c'est un sujet qui a été évoqué par Charles, donc je pense que Charles ne va pas tarder à répondre. Pour faire un petit point, je suis français, né en Allemagne, européen. Je n'ai pas encore la binationalité, mais je ne vais pas tarder à la demander. Les réglementations peuvent être différentes. Entre ce que moi je répondrai un petit peu à part à votre question et Charles répondra plus précisément à la vôtre. Il y a quelques années, effectivement, suite à la création de Homeland Security, en ce qui concerne les mouvements d'importation en Amérique du Nord des agents de lutte biologique, macro-organismes, micro-organismes, ça a été pendant 3-4 ans un seul point unique d'entrée aux États-Unis qui était la quarantaine des fils à Washington. Ouais. La seule et unique qui pouvait recevoir. Vous pouvez imaginer sur le territoire USA ce que cela peut engendrer pour tous les gens qui, à l'époque, étaient des chercheurs ou des importateurs avec des programmes de lutte biologique en cours. Tu réponds concernant Oui, non, mais attends, non, mais en fait, c'est moi qui ai mentionné l'exigence d'efficacité. C'est une question de philosophie. Vous venez me corriger, Charles aussi, si je veux. Les Américains disent c'est la loi du libre marché. Oui. On met en vente un produit, c'est au consommateur de juger de l'efficacité du produit. Si le produit n'est pas efficace, il ne se vendra pas. S'il est efficace, il va se vendre. Au Canada, c'est une philosophie différente où on veut protéger l'acheteur, donc l'agriculteur dans ce cas-ci. Donc, au Canada, si on achète un biopesticide, il y a une certaine garantie d'efficacité, entre guillemets, minimum. Donc, c'est pour protéger l'agriculteur qui fait le choix d'aller vers un produit bio. Mais ce que je demandais, c'est votre avis. Si c'est une bonne chose, sur le compte. Oh mon Dieu. Honnêtement, d'accord. Moi, mon opinion, c'est que je préfère l'approche américaine. Parce que, effectivement, je trouve que de faire le test d'efficacité à la grandeur du Canada, dans chacun des écozones, augmente le prix pour le requérant. Compte tenu de la taille du marché, il y a énormément de demandes qui ont été abandonnées parce que c'était trop coûteux pour le requérant. Et je trouve que c'est un peu malhonnête, entre guillemets, dans le sens où c'est bien relatif l'efficacité. Vous et moi n'avons peut-être pas la même exigence d'efficacité. Pour vous, peut-être que 80%, c'est le minimum. Peut-être que pour moi, dans un autre contexte, 60, je vais être très heureuse. Donc, moi, je préfère le fonctionnement américain. Je trouve que ça nous limite dans l'accessibilité des produits. Mais ce n'est pas endossé par le gouvernement canadien, ceci étant dit.
J'endosse la position d'Odile, mais je voudrais rajouter, j'ai beaucoup d'amis américains, et eux voient ça comme étant une barrière quand ils essaient d'exporter leurs pesticides au Canada. Parce qu'on leur dit, si tu veux vendre au Canada, ben, il va falloir que tu démontres au Canada. Oui, mais ils me disent ça quand la porte est fermée. Comme on dit au Québec, dans la toilette des hommes. Là, hein? Donc, eux voient ça comme une espèce de barrière. Mais étant donné les ressources financières qu'ils ont, c'est mineur comme barrière. Mais j'endosse la position d'Odile. Mais ce l'est pour les plus petites compagnies. Oui. Évidemment, pour les grosses compagnies, c'est peut-être pas une contrainte financière, mais dans une très large mesure, les biofongicides ou pesticides sont développés par des petites ou des moyennes compagnies. Donc, pour ces compagnies-là, c'est définitivement une contrainte à l'homologation, moi je pense. Autre question? Oui. Donc, toujours en comparaison États-Unis-Canada, alors que votre présentation, notamment au Clarisse, me rassure énormément parce que je me perçois que nous sommes finalement très proches, nous avons exactement les mêmes réactions de la société civile, les mêmes préoccupations, il y a beaucoup de mêmes vies. Alors, toujours comparaison Canada-États-Unis, vous avez donc, vous êtes dans une situation qui est totalement comparable à celle de l'Europe, y compris pour la représentance de l'efficacité des produits. Et lorsque je regarde aux États-Unis ce qui est autorisé, ce qui est utilisé, j'ai une masse de substances actives qui ont été interdites en Europe. Et apparemment, vu la pression que vous avez, les craintes ou les espoirs, vous allez vous retrouver dans la même situation que nous. Comment expliquer que les États-Unis maintiennent des insecticides organophosphorés, carbamates, extrêmement puissants, potentiellement pour la santé, en matière de fongicides de fruits d'organes sont également plus étendus, et que, alors que je pensais que le Canada était plus en, je dirais, une imitation du système américain, que vous soyez en situation. Cette divergence qui vous rapproche de l'Europe et vous éloigne des États-Unis me surprend, me réjouit aussi. En 1996, l'administration Clinton a initié le projet FQPA, Food Quality and Protection Act. Ensuite, Clinton a fait ses 2 mandats. Et M. Bush, Baby Bush, a continué. Et qu'est-ce que c'était? C'est que les Américains s'étaient aperçus que s'ils prenaient, par exemple, la dose, l'assiette moyenne de l'Américain moyen, il y avait énormément d'organophosphorés dans son assiette. Il mangeait des pommes, il mangeait des pêches, il mangeait toutes sortes de trucs. Mais finalement, il était... Alors, sur ce concept-là, ils ont dit, puis aussi, je pense que c'est aux 16 ans, il faut revisiter tout le dossier, tout réévaluer. C'est dans le système. Alors, ils ont discuté. Et quand Bush est arrivé, il a continué à discuter parce que Bush était convaincu que c'était quelque chose de bon pour les Américains. Le résultat de ces discussions-là, qui ont duré presque 10-12 ans, ça a été ce que les Américains appellent le phase-out, c'est-à-dire le bannissement graduel de plusieurs composés. Maintenant, votre question concerne un comparatif entre les États-Unis et le Canada. Nous, on n'a pas eu un président Clinton qui a initié ça, mais là, on a regardé ça et on a dit, oups, il faut faire quelque chose. Le Canada est souvent à la remorque et utilise ce qu'on appelle le concept d'harmonisation. C'est-à-dire, tu t'attends à ce que les Américains vont faire, quelques années après, tu le fais. Tu essaies d'avoir les dossiers, parce que ça a été discuté non seulement avec des avocats à Washington, mais il y avait des chercheurs, il y avait toutes sortes de... Il y avait aussi, dans la tradition américaine, des lobbyistes, il y en a eu beaucoup, qui avaient toutes sortes d'arguments. Mais à la fin là, du processus, ils ont dit, tel produit phase out sur 5 ans. Quand les Américains ont fait ça, ils ont dit, OK, par exemple, dans la pomme, ils ont tout de suite initié un programme de recherche qu'ils ont appelé RAMP, pour développer, pour mettre à l'essai des alternatives à ces insecticides qui étaient en phase-out. Nous, on a regardé ça, on a essayé de faire la même chose.
Il y a certains produits qui ont eu un phase-out avec 2-3 années de délai avec les États-Unis. Oui. Produits insecticides et fongicides. Oui. Il y a une certaine harmonisation, mais je peux vous dire que le Canada est plus strict que les États-Unis, en règle générale. Et c'est un peu comme le Québec. Nous, on est entre la France et le monde anglo-saxon. C'est un peu comme ça. Le Canada se situe à peu près entre les deux. Il y a des, par exemple, pour l'efficacité, là, c'est un peu différent. Mais entre les deux zones agricoles, zone européenne et zone nord-américaine. Une approche très soft, on vit très bien avec les Américains. Ils font le gros du travail et on regarde ça. Oui, c'est bon. Même en matière de défense, on fait la même chose, je veux dire, en Syrie. Donc oui, mais on a, pour conclure, on a suivi, mais on est plus strict que les Américains en règle générale. Merci pour votre question. Juste quelque chose, Catherine, juste quelque chose. Dominique pourra me corriger. Au Canada, c'est Santé Canada qui s'occupe de la réglementation. Hein? Donc, par définition, la mentalité de départ est différente. Oui. Dès qu'on a un soupçon de risque pour la santé humaine, le produit va être réévalué. Alors, c'est pas l'approche, elle n'est pas nécessairement du point de vue agricole, elle vient tout de suite du point de vue santé, là, du fait que ce soit dans le domaine de Santé Canada. Juste un petit complément pour ceux qui liront la nouvelle version du texte sur les produits antiparasitaires du Canada. Vous verrez dans le préambule, avant toute chose, dans le préambule de la loi canadienne, on parle du devenir de l'enfant canadien en première ligne. C'est le plus important. C'est bien, on va nous en... Oui. Une petite question. Une petite question, et je ne sais pas à qui je vais l'adresser, enfin deux petites questions. La première, c'est dans cette comparaison justement dans la réglementation entre le Canada, les États-Unis et on peut parler aussi de l'Union européenne. Aux États-Unis, il y a une liste qui est la liste 25B, la liste des produits qui sont à faible risque. En Europe, maintenant, on a aussi des produits qui sont considérés comme des produits peu préoccupants et donc qui ont une réglementation qui est allégée, des produits phytopharmaceutiques. Au Canada, aux États-Unis, on a carrément des produits qui sont exemptés de réglementation. Et je voulais savoir si au Canada, vous aviez une approche comparable. Et puis la deuxième question, qui est un petit peu différente, va concerner la surveillance de l'introduction des agents exogènes ou exotiques, non indigènes, parce que ça dépend comment on veut les appeler, qui sont utilisés pour la lutte biologique. Comment se fait cette surveillance? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui pourra répondre. Pour répondre à la première question, effectivement, on a une catégorie de pesticides à faible risque. Essentiellement, c'est dans une optique de risque pour l'environnement dans ce cas-là. Il y a une petite façon de contourner la réglementation. Dans certains cas, des requérants, par exemple, vont prétendre que le produit en question est un stimulateur de croissance. Et dans ce cas-là, on échappe complètement à la loi sur les pesticides. Donc, le dossier d'homologation, c'est un petit dossier comme ça versus un immense dossier. Donc, il y a une façon de contourner un peu de cette façon-là. Oui, enfin, si je peux préciser, Odile, ma question, c'est par exemple, je sais que les huiles essentielles figurent, utilisées en Californie, figurent sur une liste d'exemption et ne subissent pas la procédure d'homologation des produits phytopharmaceutiques parce qu'elles sont naturelles et à faible risque. Je n'ai pas l'expression en français fast track. Oui, fast track. Il doit avoir un mot en français, mais effectivement, le requérant peut demander, puisque son produit présente des faibles risques pour l'environnement, d'aller à un processus accéléré. Effectivement. Par contre, il faut faire attention parce que certains produits homologués bio ont des impacts environnementaux beaucoup plus élevés que des produits dits non bio. Si on pense au cuivre ou au soufre,
Alors, des fois, c'est amusant quand on tient compte de l'indice d'impact environnemental, mais effectivement, il y a un processus d'homologation accéléré pour ces produits-là. Les extraits d'ail, par exemple, de plantes, de trucs comme ça sont exempts. Il y avait une autre question. Attends, je vais juste complément sur celle-ci. Moi, je travaille à l'heure actuelle avec l'enrobage, avec quelqu'un, oui, sur l'enrobage nanotechnologique de BT. Et le truc, parce qu'il travaille aussi en pharmacie, ce professeur de l'université-là, c'est d'utiliser des procédés qu'on appelle en américain GRAS, c'est-à-dire G-R-A-S, ça veut dire Generally Regarded as Safe. Et tout ce qui est considéré GRAS aux États-Unis, tu peux le mettre dans ta bouche. Essentiellement, il travaille pour l'enrobage de pilules. Alors, nous, on veut enrober des bactéries comme ça. On est en train de publier là-dessus. Donc, oui, ce qui est sur la liste GRAS américaine est honoré presque de facto par les Canadiens. La liste 25B, c'est pas dans la loi, mais c'est aussi facile. Disons qu'on est sur un, comme dit Odile en français, un fast track. On ferme les yeux et on dit c'est correct, vas-y, ça peut aller, c'est sur la liste des Américains. Donc, une forme d'harmonie là. Ta question, c'était ta deuxième question? La deuxième question, c'est la surveillance des agents exogènes, exotiques qui sont introduits justement pour la lutte biologique. Quelle est la surveillance qui existe en Amérique du Nord, au Canada en particulier? Oui, l'agence qui est responsable de la surveillance, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, donc qui a le mandat. Mais ils ne peuvent pas être partout. Vous savez, le Canada a eu des coupures assez importantes, même dans l'agence, depuis une dizaine d'années. Et par exemple, j'ai mentionné la punaise masquée, ce n'est pas l'agence qui l'a interceptée. C'est une agronome de l'Ontario qui l'a trouvée dans son jardin et a alerté l'agence. On a obligation de rapporter, de mentionner qu'il y a une nouvelle introduction quand on sait que c'est une nouvelle introduction. Mais ceci dit, il n'y a pas de... c'est sur le bon vouloir des gens. Je ne connais personne ou je ne connais pas d'exemple où il y a eu des amendes. Par exemple, si on roule 160 sur l'autoroute, il y a une amende. Hein? On est au-dessus de 130. Je ne connais pas mais il y a peut-être des confiscations. Bénéficie d'un permis. Ah, OK. Oui, dans ce sens-là, là, on a une forme d'amende indirecte. Oui, parfait. Donc, c'est comme ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Partiellement. Partiellement. OK. Non, je voulais savoir s'il y avait des méthodes de surveillance, par exemple, sur les insectes phytophages qui ont été introduits en Amérique du Nord. Et peut-être que c'est Dominique qui pourra répondre, puisqu'il était lui-même donc chargé de cette introduction et de faire des surveillances et de la quarantaine. Donc, quelles sont les méthodes justement de surveillance de ces nouveaux organismes introduits? Alors, ces nouveaux organismes introduits, si on prend le cas des USA, donc d'abord il faut bénéficier d'un permis. Ce permis va permettre l'importation sur le sol américain dans une quarantaine qui est nommée, qui est agréée, et l'importation ne pourra se faire dans un premier temps que sur cette quarantaine. Deuxième phase, ce sera une demande de lâcher dans l'environnement. Donc là, c'est pareil, c'est une demande de pétition, une demande d'autorisation, au sens nord-américain du terme. Donc c'est relativement contraignant. Après, si on évoque l'Europe et la France, donc les gens vont faire leur demande d'autorisation d'entrer sur le territoire. Bon, à l'heure actuelle, ils n'ont pas leurs autorisations, ils attendent. La recherche continue, donc les gens continuent à importer leurs organismes, macro-organismes non indigènes au territoire. Mais tous ces organismes, à l'heure actuelle, bénéficient d'un confinement ou sont au sein d'une quarantaine végétale qui est agréée par le ministère de l'Agriculture. Ça répond à la question? Et après? Pardon? Excusez-moi, c'est un complet comme réponse. En fait, la question, avez-vous un dispositif de biovigilance après? Le C'est une grande question pour nous. Non.
Le dispositif de biovigilance, après, bon, c'est à l'heure actuelle ce qui pêche dans tous les pays du monde. On va mettre en place des programmes de recherche pour un organisme agent de lutte biologique, et ce pendant, on va dire, entre 10 et 15 ans. Ces organismes vont être lâchés après autorisation. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, le chercheur, plutôt que de chercher, court après le financement de ces projets. Donc, à l'heure actuelle, il y a très peu de territoires où on va trouver effectivement le suivi de ces organismes qui ont été lâchés. Sauf, je dirais sauf, je vois mon collègue brésilien qui est là, il y a eu le cas de lâcher non pas de macro-organismes non indigènes, mais de moustiques génétiquement modifiés au Brésil récemment, où là, il y a un suivi complet dans une ville sur l'établissement de ces mâles stériles. Mais en termes de lutte biologique, où ça pêche aujourd'hui, il y a des programmes qui datent d'une quarantaine d'années où effectivement il n'y a pas eu de suivi. Ça, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en France et en Europe. Il faut être OGM pour avoir bénéficié d'un programme de biovigilance. Nous dirons qu'à l'heure actuelle, effectivement, il bénéficie de financements autres que les financements dédiés au jour d'aujourd'hui au programme de lutte biologique, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en France. C'est tout à fait intéressant que vous parliez des essais moustiques au Brésil, parce que finalement l'originalité de ces essais qui n'ont rien à voir avec la biologie, ça a à voir avec le paludisme et les maladies associées. C'est un petit écart. Mais c'est tout à fait intéressant parce que ce qui est original dans cette approche-là, c'est le contrôle des populations gènes de moustiques par des lâchers de populations de mâles stériles. Donc, est-ce que finalement, la solution pour échapper à ce problème de propagation d'espèces introduites ne serait pas justement de pouvoir introduire des espèces qui seraient sélectionnées pour être mâles stériles, par exemple, qui permettraient de contrôler les populations qui sont introduites? Alors, le problème que ça poserait, c'est qu'on retomberait sur du traitement qui serait systématiquement reconduit d'année en année, parce qu'effectivement, il n'y aurait pas de reproduction sauvage des lâchers. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas la solution, c'est de développer une approche au niveau insectes qui serait du relâché de mâles stériles? Alors, il y a de gros progrès qui ont eu lieu, entre autres, aux États-Unis, où le patron de l'USDA, donc du ministère de l'Agriculture des États-Unis, était probablement celui qui a démarré le lâcher des mâles stériles aux États-Unis. Ça a très bien marché sur des programmes de mouches aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, nous avons un laboratoire spécialisé sur la stérilisation et le lâcher de mâles stériles? La technologie au jour d'aujourd'hui est en Autriche. L'Autriche est prête à coopérer avec tous les pays européens dans le cadre de lâcher de mâles stériles. Plusieurs projets en France pourraient faire l'objet d'une lutte à l'aide de mâles stériles. Oui, absolument. Oui, il y a quand même sur les moustiques des projets développés par l'IRD à La Réunion, notamment pour lutter contre les moustiques. Et on a eu un exposé sur un projet en France par des collègues Bloom sur la possibilité de réaliser en France ce qui a été réalisé. Donc, c'est une préoccupation, il y a une compétence. Le CIRAD également sur l'ossine des bovins, travaille au Burkina Faso sur ce sujet-là. Donc, il y a quand même une expertise française. L'autre point, dans le cadre de la surveillance des effets malintentionnels, etc., le dispositif de suivi des effets malintentionnels en France n'est pas focalisé sur les OGM, parce que c'est en France, mais sur l'ensemble des pratiques culturales. Et comme on suit en fait des impacts, ça ne préjuge pas de ce qui est à l'origine de l'impact. On peut retrouver des pesticides, on pourrait retrouver les OGM en France, mais on peut avoir
D'ailleurs, suivant les vers de terre, c'est vraisemblablement les travaux du sol de Thomas Labour qui va être mis en cause lorsqu'on sera au bout du compte de la précision aussi. Mais sur la réduction des populations de terre, voilà. C'est le ministère, c'est la DVL qui coordonne une activité avec un réseau de 500 parcelles, plus d'autres études en lien avec une zone d'histoire naturelle, avec la recherche économique. Donc ce n'est pas irrigogène, puisqu'on suit les objets et ensuite on remonte à l'origine du phénomène. Excusez-moi d'avoir posé. Non, mais merci à Marc Delos d'avoir évoqué ce qui se faisait dans divers laboratoires français et surtout d'avoir prononcé le mot réunion, où on est dans un milieu insulaire et où là, tous les problèmes que l'on voit abordés aujourd'hui ont été abordés depuis assez longtemps et ont fait l'objet de réussite et quelquefois de dérapage. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce problème qui est très important parce que ça mobilise énormément de forces de recherche. Oui. Il y a beaucoup d'attentes dans ce domaine-là et finalement, on voit bien la difficulté du système. Le terme qui a été employé par notre collègue tout à l'heure était de dire c'est la difficulté, le coût de ce type d'approche taillée sur mesure à chaque fois et qui peut poser la question. Une question. Oui, c'est une question peut-être un peu difficile de répondre, mais compte tenu de toutes les difficultés que vous avez abordées là, quelles sont comme idée des performances réelles des agriculteurs qui sont certifiés bio? Les statistiques de l'Association des producteurs biologiques au Canada, toutes cultures confondues, parlent de rendement entre 70 et 90% des rendements du conventionnel. Juste en termes de rendement. Donc, kilogrammes à l'hectare, etc. Bon, j'imagine que la recherche, les données ont été colligées correctement. Oui, je dirais que oui. 70%, c'est quand même assez peu par rapport au conventionnel. Je dirais oui dans le maraîcher, parce que dans le maraîcher, en général, on va avoir une trentaine de cultures. Donc là, on a une biodiversité génétique en partant qui, je pense, allège énormément le fardeau. En tout cas, envers les maladies, là, les insectes peut-être moins. Pour les fruits, j'ai de la difficulté à y croire un peu. Et dans les céréales, les grandes cultures, je pense que c'est réaliste. Mais même si on parle d'une moyenne de 80%, ça veut quand même dire qu'il y a un manque à gagner purement en termes de rendement, disons 20%, et on a un coût de production qui est passablement plus élevé. Donc, ça revient à ce que Charles disait en termes des prix. Par contre, je pense qu'on devrait regarder davantage à long terme. Et ça, c'est le défaut. La recherche, en tout cas, je ne sais pas en France, mais au Canada, quand on a 2 ans de financement ou 3 ans, c'est fascinant. Et on parle là, de travailler en écologie dans des systèmes. Alors, moi, j'ai eu la chance de suivre une parcelle de verger pendant 7 ans. Et ça a pris 4 ans avant qu'on commence à voir l'effet de cette approche-là. Là. Donc, normalement, il faut qu'on soit davantage patient d'avoir des programmes qui sont sur du plus long terme. Mais je pense qu'à long terme, ça pourrait peut-être être rentable. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a plus d'autres questions, je vais passer la parole à Jean-Louis Bernard, qui est membre de notre Jean-Louis Bernard, qui est membre de notre académie, qui est secrétaire de la 9e section approximative, et par ailleurs co-rédacteur d'un rapport sur le bioconstruisme. Jean-Louis. Bien, merci beaucoup. Alors, merci tout d'abord à Catherine d'avoir organisé cette réunion. J'avoue que je l'attendais avec impatience parce que c'est une occasion assez unique de rafraîchir nos connaissances avec des confrères qui ont une expérience différente de celle que nous avons réussi à acquérir dans l'Hexagone. Donc, c'est toujours excessivement intéressant. En écoutant Catherine, je parlerai des autres après, j'ai vu qu'elle avait arrêté son exposé sur un fait marquant de la lutte biologique en France.
c'est l'introduction de la coccinelle Rhodolia cardinalis dans le midi de la France en 1912, je crois. Donc on avait introduit ça parce que d'autres avaient fait la démarche au préalable en Californie pour résoudre les mêmes problèmes. Cela dit, celui qui a été responsable de ces travaux est un membre de notre compagnie. Il doit figurer quelque part par là-bas, puisqu'il est rentré chez nous, je crois, en 1912 ou quelque chose comme ça. C'est, oui, 1913, Paul Marshall. Donc c'est un homme qui, pendant près de 20 ans, a animé cette tribune sur des sujets que nous évoquons aussi aujourd'hui. Donc le travail qu'a fait Marshall est un travail intéressant parce qu'il était véritablement transatlantique. C'était le même état d'esprit. Marshall connaissait les travaux qui étaient faits en Amérique du Nord. Lorsque les problèmes sont survenus chez nous, mais il a eu une démarche très naturelle. Plutôt que de refaire le monde, il s'est adressé à ses confrères nord-américains qui, à la suite de Riley, par l'intermédiaire d'Howard, nous ont fourni des coccinelles que nous avons gentiment élevées à Menton et relâchées dans la nature. Et chose extraordinaire, cela a marché. Et cela a marché, a beaucoup frappé les esprits à l'époque. On était à la veille de la Première Guerre mondiale. On s'est rendu compte, à une époque où on était un peu débordé par toutes les cochonneries qui nous arrivaient d'outre-Atlantique ou d'Afrique, on était complètement débordé, on n'arrivait plus à maîtriser. Songez que même aujourd'hui, lorsqu'on dit se fait beaucoup trop de pesticides en viticulture, par exemple, 95% du tonnage des fongicides que nous utilisons sont destinés à lutter contre des maladies qui ont été introduites par inadvertance, par ignorance. Donc, tout ce qu'on a dit sur les quarantaines et tout ce travail de Marshall est quelque chose d'excessivement important. Alors, lorsqu'on regarde, je profite de l'occasion pour parler de Marshall parce que l'affaire est trop belle. Il a été membre de l'Académie pendant longtemps. Il a pris sa retraite très tard. Une fois qu'il a pris sa retraite, il habitait Antony. Il a continué à travailler dans son jardin des choses qui avaient été l'objet de sa recherche pendant tout son temps de présence à l'Institut agronomique. C'est un homme qui avait une vision excessivement large de la protection des plantes et qui rejoint les propos de nos amis canadiens. Marshall, c'était un biologiste, c'était un entomologiste. Cela dit, il a touché à tout. Il s'est préoccupé un petit peu de maladies, il s'est préoccupé bien sûr d'auxiliaires, il s'est occupé de micro-organismes, il s'est occupé de maladies, il s'est occupé enfin de tout ce qui faisait le quotidien des agriculteurs de son temps. Pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsqu'il est arrivé à la retraite, il n'a non pas écrit ses mémoires, mais il continuait à diriger une revue qui s'appelait, les anciens connaissent peut-être, les Annales des épiphyties, qui est un périodique qui a disparu aujourd'hui, mais qui était absolument remarquable. Et j'ai trouvé un jour cette phrase-là, je me permets de vous la restituer, parce que c'était en 1940, 2 ans avant sa mort. Marshall écrivait, finalement il avait beaucoup d'expérience, ce n'est que par la combinaison rationnelle des méthodes que dans le domaine de la lutte contre les grands ennemis des cultures, on peut espérer le succès. Donc c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette phrase de Marshall, qui a quand même 75 ans aujourd'hui, correspond exactement au débat public du moment. Les gens, le public a beaucoup de mal à comprendre que ce n'est pas parce qu'une méthode est insuffisante qu'il faut l'abandonner, ce n'est pas parce qu'une méthode est très performante mais dangereuse pour l'environnement qu'il faut la perpétuer. Nous avons une palette d'outils. L'idéal est de savoir s'en servir et de les combiner entre eux pour arriver au résultat final que nous souhaitons. C'est tout le sens du débat d'aujourd'hui, c'est le sens de la lutte intégrée, dont on parle souvent, en l'appelant de nos voeux. Cela dit, la phrase de Marshall est révélatrice. C'est un propos qui est tenu en 1940, à peu près 20 ans avant que le concept de protection intégrée des cultures ne voie le jour. Donc, comme quoi l'expérience et la polyvalence ont du bon. Cela dit, je vais revenir au propos de nos amis. J'avais imaginé ce qu'ils pourraient nous dire. En fait, ils ont, en ce qui me concerne, bien répondu à nos attentes. Aujourd'hui, je crois que, eu égard à leur expérience et au débat public que nous vivons, une chose me paraît absolument incontournable, c'est qu'il faudrait pouvoir apprendre
à nos concitoyens à regarder les réalités en face, quel que soit le modèle agricole auquel on se rattache, quel que soit le type d'alimentation que l'on choisisse, la protection des cultures au sens large, est une obligation. C'est-à-dire, les rendements en France sont assez différents, ce que l'on peut calculer au moins, de ce que vous donnez au Canada. Sur céréales, la comparaison de rendement entre céréales bio, donc théoriquement non traitées, et céréales conventionnelles, presque toujours traitées, c'est de l'ordre de 50% pour le blé tendre. Le rendement du maïs est de l'ordre de 60% du conventionnel en bio, 60-65%. C'est à peu près le même rendement pour le triticale, qui est la céréale la plus rustique. Donc on a un niveau de productivité qui est beaucoup plus bas, qui n'est pas lié qu'à la protection des cultures, bien sûr, hein, mais les écarts sont assez considérables, d'où la nécessité de rémunérer ces producteurs pour leur permettre de vivre. Mais le consommateur n'a pas conscience du fait qu'il est dans l'obligation de les rémunérer s'il veut continuer à consommer selon sa philosophie. Ça, c'est un vrai problème. Donc, convaincre nos concitoyens que la protection des cultures est quelque chose d'obligatoire, quels que soient les produits, quelles que soient les techniques que l'on y mette, ce serait déjà un premier point. Le deuxième point, ce qui est clair, je crois que ce qui ressort bien de vos propos, c'est que opposer les moyens de lutte est un exercice absolument stérile. On a besoin de la palette, on a besoin de tout, on a besoin de beaucoup de moyens. Bon, on n'a plus de carbamate, on n'a pratiquement plus d'organophosphorés, on va essayer de les substituer, on y arrivera, avec de la recherche, avec de la patience, avec du terrain. Cela dit, opposer ces moyens est un exercice stérile parce que quel que soit le moyen que l'on choisisse, le tout chimique, le tout biologique, le tout n'importe quoi, aucun système faisant appel à une palette réduite de moyens de protection n'est durable. C'est l'expérience qu'avait fait Marshall dans sa vie, il y a 100 ans, c'est l'expérience qu'on peut faire aujourd'hui très facilement. On a besoin d'élargir sans cesse la palette, et tous les travaux que l'on fait avec les micro-organismes vont dans le bon sens. Le troisième point, c'est que la lutte biologique possède des atouts très importants. Charles nous l'a bien montré dès le départ, et ces atouts, il faut absolument que l'on puisse les utiliser. La lutte biologique, il est facile de convaincre le public de son intérêt, de sa valeur. Il y a tout un côté émotionnel là-dedans qui est très facile à vendre. Cela dit, on en voit aussi les limites, mais c'est quand même le bon sens. C'est-à-dire, nous sommes bien loin d'avoir exploré, toutes les possibilités des micro-organismes. À mon sens, c'est sans doute un des domaines les plus prometteurs, parce qu'on a encore du champ devant nous. Pour les auxiliaires, il faut y aller doucement, cas par cas, mais on a de très belles réussites dans beaucoup de pays qui montrent que lorsqu'on a bien réfléchi, qu'on a choisi la bonne arme contre l'insecte introduit, on peut réussir des choses absolument merveilleuses, c'est-à-dire gommer, au sens propre du terme, un problème agronomique qui devenait important en quelques années, simplement en ayant lâché des auxiliaires en quantité suffisante au bon moment. Cette lutte biologique demande aussi au niveau de la recherche, je ne dirais pas des moyens, mais en tout cas une sérénité. Aujourd'hui, un chercheur qui se lance là-dedans ne peut pas être serein pour développer des solutions qui, objectivement, mettront 10 à 15 ans à voir le jour, avec des crédits sur 1 an ou sur 2 ans. Je veux dire, je suis content de ne pas être dans cette position-là, parce que je sais que c'est inconfortable, et humainement, c'est un peu dérisoire d'imposer ce genre de rythme de vie à des gens qui, automatiquement, ne peuvent travailler utilement que dans la durée. Enfin, je voudrais souligner 2 petits points. C'est une chose que l'on a tendance à oublier. La lutte biologique passe par énormément de terrain. On peut faire tout ce qu'on veut dans des boîtes de pétri. On trouve beaucoup de choses qui marchent dans les boîtes de pétri, hein, c'est fascinant. Cela dit, chaque fois qu'on passe sur le terrain, on a une déperdition de plus de 95% des promesses qui étaient dans les boîtes de pétri. Je l'ai vécu, beaucoup de gens l'ont vécu. Il faut être relativement modeste, mais surtout, il ne faut pas se priver du terrain. Si on en reste aux boîtes de pétri et aux annonces de chercheurs dans les revues scientifiques,
je veux dire, c'est monts et merveilles. Sur le terrain, on voit très bien comment ça se passe. Mais c'est par le terrain qu'on trouvera les solutions. Songez au niveau des macro-organismes, comment la lutte par les macro-organismes va débuter en France. Lorsqu'on a commencé à se mettre sous serre, donc un milieu favorable, avec toute une palette de petits arthropodes qu'on élevait dans des milieux confinés, et qu'on a commencé à lâcher ça, on s'est cassé le nez 9 fois sur 10. Eh bien, aujourd'hui, des choses qui paraissaient dérisoires il y a 30 ans se vendent très bien, fonctionnent très bien, tout simplement parce qu'on a pris le temps, on a eu le temps, on a eu les moyens humains pour les mettre au point, année après année, dans des milieux confinés. On arrive à presque tout piloter aujourd'hui. Donc, cet aspect recherche terrain et durée, ce sont des points excessivement importants. Enfin, il ne faut pas se limiter aux chercheurs, il faut regarder les agriculteurs. C'est que l'aspect formation, qui a été bien souligné par nos intervenants, c'est un aspect excessivement important. Aujourd'hui, on a fait de la formation certifito, on s'en satisfait. Si demain, on veut faire beaucoup plus de biocontrôle, beaucoup plus de lutte biologique, il faudra qu'on prenne le temps de former les gens et de les former sur ce qui marche, pas sur ce qu'on voudrait qu'ils utilisent, parce qu'encore une fois, entre les vœux et la réalité, il peut y avoir un fossé. Donc, je voudrais remercier nos intervenants d'avoir partagé leur riche expérience avec nous. Ça, c'était vraiment très sympa. Et puis, je me permettrai de faire un petit peu de pub pour terminer. Catherine nous a dit au départ qu'il y avait un rapport sur le biocontrôle qui allait sortir. Donc, ce rapport arrivera, j'espère, assez rapidement dans les différentes sections. Le groupe de travail qui a œuvré là-dessus sera ravi de recevoir les remarques qui pourraient lui remonter et qui nous aideront encore à améliorer l'outil qu'on essaiera de faire vivre de notre mieux au profit de l'Académie. Merci pour vos questions. Merci aux organisateurs et aux intervenants.